Bonjour, si vous nous rejoignez, bonjour. On est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Aujourd'hui, nous allons parler du référendum contre la privatisation d'ADP. C'est pour l'instant un échec. On va parler des listes communautaires. Faut-il les interdire? Ce matin, Xavier Bertrand a rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour en débattre, pour en discuter avec lui. Et puis Macron-Le Pen, un duel inévitable. C'est un sondage IFOP qui paraît aujourd'hui dans le Figaro. On en parle avec Pierre Jacquemin. Bonjour, rédacteur en chef de Regard. Votre dernier livre, Ils ont tué la gauche, est paru aux éditions Fayard. Patrick Mignon, ancien commandant de bord. Vous êtes très engagé politiquement. Michel Pouzol, ancien, vous étiez aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, je suis ancien vice-président de Debout la France. Et pour vous situer, Michel Pouzol, ancien député PS, membre de Génération. Bonjour Michel, membre de Génération. Donc c'est le mouvement de Benoît Hamon. Et Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour à vous, tout en orange. Encore aujourd'hui, il y a une signification. C'est l'espoir, je crois. C'est l'espoir, voilà. C'est le modem. Non, en fait, je vais faire une blague de mauvais goût, mais je sais que je me trompe d'émission. Oui. C'est assorti à l'ensemble de ma tenue, y compris la lingerie, que je ferai grâce aux auditeurs. C'est intéressant. C'est une coquetterie. Allez, Patrick Mignon, on va commencer avec votre coup de cœur. Je rentre hier ou plutôt avant-hier du Pérou. J'ai passé une quinzaine de jours. C'est intéressant. Ça paye bien un commandant de bord. Hein. Je suis en retraite. Il est à la retraite. Qui plus est. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a sorti de tout ce qui se passe en France. Ça fait pas mal de repos. Et j'ai été très impressionné par quelque chose qui concerne les chiens qu'on voit en liberté dans pratiquement toutes les villes du Pérou, à l'exception de Lima, parce qu'il y a peut-être une réglementation. C'est-à-dire que ce soit à Puno, Cusco, Arequipa, Aguascalientes, les chiens sont totalement libres dans la ville. Je n'ai pas vu une seule bagarre de chiens dans les 15 jours que j'y ai passé. Ils ont des colliers où ils sont marqués, donc ils appartiennent à des propriétaires. Ils ont la particularité de se balader toute la journée tout seuls, de rentrer le soir chez leur maître. Et en plus, imaginez ça, je n'ai pas vu non plus de crottes de chiens dans les rues. Et j'ai posé, naïvement, naïvement, je trouve ça génial parce que moi, franchement, chez moi, il y a des gens qui laissent leurs chiens faire leurs besoins devant mon entrée. Alors, est-ce que c'est propre au Pérou ou pas? J'en sais rien, mais je l'ai constaté au Pérou. J'ai posé la question parce que ça m'a interpellé quand même. Donc ça sort un peu de la politique, de tous nos petits problèmes franco-français. Et on m'a expliqué qu'en plus, il y avait une forme de civisme là-bas, en ce sens que les propriétaires de chiens, quand ils sortent chez eux, ils ramassent les excréments qu'ils trouvent dans la rue. Bravo aux Péruviens. Alors, imaginez, en France déjà, les propriétaires de chiens français ramassent pas ceux de leurs chiens, et là, en l'occurrence, ils ramassent ceux de tout le monde, formidable. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir. Et franchement, alors peut-être qu'il y a du nettoyage de rue aussi le soir, mais quand même, vu la quantité de chiens et tout ça, je trouve que ça ferait même un super sujet de télévision ou de radio. Vous allez vous transformer en reporter. En tout cas, c'est une ouverture, c'est une page un peu plus légère dans un... Pourtant, la matière politique ne manque pas. Non, mais moi j'aime bien. Tous très tendus. Non, mais moi j'aime bien. Pas du tout, ça nous fait du bien. Et d'habitude, j'ai un coup de cœur, un coup de gueule fréquemment. Alors là, pour une fois que j'ai un coup de cœur, le voyage vous apaise. Voilà. Michel Pouzol. À contrario, pour avoir constaté la même chose en Argentine, où c'est à peu près la même chose au niveau des chiens, effectivement, errants, etc. Il y a quand même un pendant de la médaille, c'est que si vous baladez sur le long des routes argentines, vous voyez à peu près tous les 10 mètres un chien écrasé au bord du fossé, quoi. Donc, je mets une image un peu plus sombre, cette image. On est dans la rubrique des chiens écrasés. Je savais qu'ils allaient me ruiner mon coup de cœur. Allez, Michel, vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule? Plutôt un petit coup de gueule, parce que ça intéresse pas beaucoup les gens en ce moment, mais il y a eu un petit tremblement de terre aujourd'hui, ces jours-ci. C'était dans hier, le sud de la France, exactement. Très précisément. Et ça remet en cause un petit peu la sécurité nucléaire. Puisque vous savez qu'on a une centrale qui était pas très loin de l'épicentre et qui a été donc stoppée pour l'instant, mais surtout on a appris comment fonctionnaient les tests pour voir si ces centrales résistaient au tremblement de terre. Or, on prend en fait historiquement le point le plus haut, c'est-à-dire là c'est en l'occurrence un 5.4 sur l'échelle de Richter. Donc là, précédemment c'était beaucoup moins, et on rajoute 0,5 points. Et on voit si la centrale réussit. Le problème, c'est que ces centrales qui viennent d'être arrêtées, elles avaient été testées jusqu'à 5.2
sur l'échelle de Richter. Et là, on est sur un tremblement de terre de 5,4. Alors, il faut savoir que c'est au-dessus, mais il faut savoir que c'est pas comme la température, l'échelle de Richter. C'est une échelle ouverte. C'est-à-dire qu'entre le point, un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter et de magnitude 5, il y a 100. C'est 100 fois plus puissant. Et il va à un idem. Donc, quand on fait ces calculs-là, ça pose des questions quand même sur comment on fait comment on examine la sécurité sur nos centrales. Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée en tout cas. Qui peut être posée. Eric ? Oui, alors moi, comme j'ai l'habitude de souvent dire du mal de Macron, j'ai décidé aujourd'hui de faire un coup de cœur. Oh, je vous sens extrêmement ironique. Pas du tout. Il a donné une très bonne interview à The Economist. On aimerait qu'il en fasse dans la presse française. Oui. De temps en temps. Il en fait, il en a fait une dans Valeurs Actuelles il y a 15 jours. Des bonnes. Et il a notamment expliqué que selon lui, l'OTAN est en état de mort cérébrale et qu'il fallait repenser à l'ensemble de notre politique à la fois de défense et d'alliance en Europe et dans le monde. Alors ça lui a valu les foudres de ce qu'il appelle l'État profond, c'est-à-dire les atlantistes, notamment en Allemagne et en Pologne et en Croatie. Mais je pense que c'est un vrai sujet et je pense que les Français devraient réellement s'engager dans une réflexion sur ce sujet. C'est-à-dire que pour qu'un Macron, qui est quand même issu de l'élite atlantiste, commence à dire l'alliance complètement unilatérale, monolithique avec les États-Unis n'a pas d'avenir, c'est que je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui et je pense que nous devons le traiter. Oui, mais au-delà de l'avoir dit, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce qu'il envisage Mais il a ce plan de défense européenne qui consiste en réalité à repenser la politique nucléaire française à partir notamment du Rafale, qui est un vrai sujet, qui est une vraie alternative à l'obligation que nous avons d'acheter des avions américains partout dans le monde pour faire tourner le complexe militaro-industriel américain. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle est très isolée, puisque la Grande-Bretagne, traditionnellement, se tourne vers les États-Unis, et l'Allemagne, aujourd'hui, a très peur de la Russie, de la relation avec la Russie. Et donc, l'astuce serait en effet de retourner les alliances et que la France accepte une position de leadership en Europe, finalement très isolée, mais qui viserait quand même à valoriser notre situation militaire un peu particulière. On va passer au coup de gueule de Pierre. De gueule ? De cœur. De gueule. De cœur. De cœur. Non, oui. Non, je ne sais pas. C'est d'ailleurs ni vraiment un message, ni vraiment un coup de cœur ou un coup de gueule. C'est plutôt un message de solidarité. Pour une militante que je sais acharnée des droits humains, des dominés, des exploités, des discriminés, c'est la sénatrice écologiste Esther Benbassa qui fait l'objet, je crois, injustement d'attaques qui lui sont faites. Elle est issue d'une famille de descendants juifs, expulsée d'Espagne. Elle a fondé le centre d'études séfarades et d'histoire socioculturelle des juifs. Elle est l'autrice ou l'auteur, je ne sais pas comment on dit, mais de très nombreux ouvrages sur les juifs, dont un remarquable d'ailleurs sur juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire. Et je la sais... voilà, engagée sur toutes ces questions-là, et on l'accuse injustement d'avoir voulu faire un amalgame en ayant posté une photo sur Twitter avec des manifestants de la manifestation contre l'islamophobie de dimanche dernier qui portaient effectivement une étoile jaune avec un croissant jaune qui évidemment a à voir avec l'étoile de David, mais qui symboliquement, en tout cas pour les musulmans qui portaient cette étoile-là, ou en tout cas pour les manifestants qui portaient cette étoile-là, avait à voir avec l'idée que jamais, on ne veut plus jamais vivre ce que vous avez vécu. C'était aussi un message qui allait dans ce sens. Donc voilà, je voulais dire toute ma solidarité. On va l'écouter. On l'a écouté à 10h. Elle a été interviewée hier par Quotidien, l'émission Diane Barthès. Écoutez ce qu'elle disait. C'est maladroit, mais il n'y a pas de mal à ça en soi. Que les musulmans qu'on traite d'antisémites s'identifient aux souffrances des juifs, moi je dirais que ce n'est pas mal déjà. D'accord ? Et ce n'est pas un acte antisémite. Vous savez, parfois quand je me réveille, je me dis heureusement que je ne suis pas musulmane. Parce que chaque matin, il y a quelque chose pour vous montrer du doigt. Et c'était le cas des Juifs dans les années noires. Alors, moi ce qui m'a agacé, c'est cette espèce de justification, c'est-à-dire pourquoi ne pas assumer. On a vu dans la manifestation, c'était des autocollants qui ont été distribués, donc là aussi, personne n'était au courant de qui avait distribué. J'ai été dans la manifestation, personne ne m'a distribué cet autocollant. Non, mais il y en avait, on en a vu, et il y avait des slogans qui disaient les musulmans d'aujourd'hui sont les juifs d'hier. Donc il y avait très clairement, il y avait très clairement un lien qui était fait entre cette étoile jaune
et les Juifs. Et aujourd'hui, de dire non, c'est l'étoile marocaine à 5 branches. Valérie, peut-être vous avez raison. Je ne crois pas que c'était. C'est juste la justification, je trouve étrange. D'abord, c'était absolument pas la majorité des gens qui manifestaient qui n'avaient pas cet autocollant que je n'ai pas vu, que je n'ai vu que sur ces photos-là, que d'ailleurs Esther Benbassa n'avait pas vu même en postant et elle l'a reconnu elle-même. On peut le comprendre. Ce qui est insupportable, c'est que c'était une très belle manifestation qui s'est très bien déroulée et qu'évidemment, on ne retient que des événements qui sont des événements qu'on doit interroger, je ne le nie pas, mais qui sont anecdotiques à côté de ce qu'a été cette manifestation, qui était une manifestation contre le racisme d'une manière générale. Et je pense que c'était d'ailleurs une manifestation plutôt réussie, et je trouve dommage, désagréable, notamment pour les musulmans, parce que c'est eux qui se retrouvent pointés du doigt encore aujourd'hui, d'avoir été caricaturés sur l'image de cette... le propos est scandaleux, excusez-moi. Quel propos de ce qu'on vient d'entendre d'Esther Benbassa. On ne peut pas entendre cette série de fake news qui sont égrenés. D'abord, il faut quand même redire que c'est vrai que c'est un argument récurrent dans l'univers, on va dire, arabo-islamique, de dire nous sommes traités comme les Juifs. Et cette assimilation de la Shoah et du mauvais traitement que subiraient les musulmans en Europe, c'est une vieille histoire dans le discours arabo-musulman. Il faut quand même redire. Moi je trouve que tous ceux qui fréquentent des arabo-musulmans l'ont entendu depuis des années et des années. Il y a quand même un sujet sur cet argument. C'est que cet argument, il consiste en réalité à contester ce que moi je peux entendre, le fondement même de l'État d'Israël. C'est de dire en réalité, Israël inflige aux Palestiniens ce que vous avez infligé aux Juifs. Et il y a un sujet historique de fond. C'est que là encore, je peux le comprendre. Lorsque, en 1945, les Juifs d'Europe ont massivement émigré vers la Palestine pour se réfugier, il y a quand même eu, qu'on le veuille ou non, une résistance arabe armée pour refuser l'arrivée de ces Juifs réfugiés. Il est extravagant aujourd'hui que des Esther Benbassa oublient que la communauté musulmane de France revendique le droit à un refuge, le droit à une émigration en terre d'Europe, qu'elle a refusé à l'époque aux Juifs. Vous parlez de musulmans et puis d'immigration. Nous sommes principalement français, les musulmans. Nous portons des étoiles jaunes. Comment vous passez de musulmans à immigration ? Le droit des Juifs à se réfugier. Ou alors vous avez un problème avec la colonisation, mais il faut le dire. Je sais bien qu'il y a un problème avec la colonisation. On ne peut pas laisser croire que cette manifestation se résume à ça. Comment vous passez de musulmans à l'immigration ? Mais non, on ne peut pas laisser croire que cette manifestation ne se résume qu'à ça, que être musulman en France aujourd'hui et vivre dans un confort incroyable, c'est pas vrai. Au quotidien, mais non, excusez-moi, moi je travaille en Seine-Saint-Denis, je travaille tous les jours dans des quartiers difficiles, je travaille tous les jours auprès de ces gens qui ont peur, qui effectivement ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont français, pas d'une génération, mais de deuxième ou troisième génération. Excusez-moi. Donc on ne peut pas résumer cette manifestation à cet autocollant-là, qui moi je trouve effectivement pose un problème et qui est assez détestable. Mais enfin. Moi, j'ai fait beaucoup de manifestations dans ma vie, depuis très longtemps, parce que je commence à être un peu âgé. J'ai fait des manifestations où des slogans étaient dits parfois bien plus difficiles à entendre que ce qu'on a vu ce jour-là. Et je vous le dis, je me suis toujours battu contre ces gens-là qui étaient parfois de connivence ou des choses comme ça. Moi, quand je vais dans une manifestation, il y a des black blocs, je ne suis pas un black bloc. Voilà, donc il faut quand même remettre les choses. Les black blocs, ils n'organisent pas la manifestation, c'est ça un petit peu ça la nuance qu'hier on a essayé d'apporter. Des organisateurs de la manifestation qui parlaient, qui s'excusaient à propos de ce autocollant. Voilà la laïcité. La loi liberticide, ça n'a rien à voir. La tribune explique qu'il y a des lois liberticides. Vous avez le droit d'avoir toutes les interprétations que vous voulez, mais les lois liberticides, je vais vous les citer. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais certains considèrent que la loi de 2004 sur le voile à l'école est une loi liberticide, d'autres considèrent que la loi sur 2010 sur la burqa est une loi liberticide, et moi je considère aujourd'hui que par exemple la loi qui a été votée au Sénat qui interdit tout port de signes ostentatoires lors des accompagnatrices, pour les accompagnateurs scolaires, mais en l'occurrence plutôt les accompagnatrices scolaires, est une loi liberticide. L'état d'urgence est liberticide. Est-ce que vous considérez que la loi sur la burqa est une loi liberticide ? Je ne le considère pas. Je considère que c'était une loi. En revanche, la loi sur l'école, je considère que c'était une loi liberticide, oui. Pourquoi vous Je considère que la loi, à l'époque, en tout cas, je dois avoir 17 ans, je me souviens avoir publié ma première tribune pour dire que j'étais contre cette loi qui interdisait le port de signes ostentatoires à l'école. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole, Patrick Mignon, dans un instant. Et puis on va parler également du référendum contre la privatisation d'ADP. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio et nous débattons le coup de cœur, gueule de Pierre Jacquemin a suscité évidemment le débat. On en a beaucoup parlé hier. On a des réactions évidemment de nos auditeurs sur le Twitter de Sud Radio et sur le Facebook, dont, attendez, je retrouve plus. Alors, on se fait traiter de démago sur le plateau. La France est sûrement un des pays d'Europe où il fait mieux vivre pour les musulmans à condition de respecter les règles de la République. C'est ce que nous dit Cédric. Et puis, qui a marché avec les islamistes, ça me fait penser aux vichistes pro-nazis en 41. Bon, deux réactions. Oui, mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit, Valérie. D'abord, les autocollants en question, même s'ils étaient peu nombreux, ont été fabriqués. Ça ne se fait pas en une heure. Et ils ont été distribués. Et pour finir, vous leur avez demandé quelle était la signification pour eux de cette je remarque, pour finir, que l'étoile, effectivement, dont on parle, qui est à 5 branches, c'est en tout cas pas, effectivement, l'étoile de David avec les 2 triangles inversés à 6 branches, parce que je pense que là, ils auraient été portés par personne. Donc, c'est pas anodin. C'est pas anodin. On parle de lutte contre le racisme, contre l'antisémitisme, des termes génériques. Non. C'était une manifestation organisée par les islamistes, bien gérée. Vous avez vu ma tronche, j'ai une gueule d'islamiste. Mais peut-être que vous y avez participé. Non, mais idiot utile on a dit aussi que la manifestation, on a dit aussi que la récente manifestation de la manif pour tous ou je sais pas quoi, à laquelle moi j'ai participé, je suis pas un catho intégriste. Et pourtant j'y ai participé. Donc vous pouvez tout à fait ne pas être un islamiste et y participer. Il n'empêche que les gens qu'on a entendus, que je n'ai vu que sur Twitter, puisque j'étais fort loin, heureusement. Eh bien, écoutez, c'est principalement des gens qui sont connotés dans la partie la plus rigoriste de l'islam et la plus hargneuse sur les médias. Je suis navré. Pour essayer de résumer, je pense qu'il y avait des gens comme Hassan Amou qui étaient là hier, qui ont manifesté pour exprimer un vrai malaise. Le problème, c'est qu'il y a quand même un malaise qui s'est dégagé après cette manif, après ces différents incidents. Et je suis désolé, je suis tout à fait d'accord avec votre auditeur Cédric, je crois, qui a parlé et dit que les musulmans étaient certainement les mieux traités en France par rapport au traitement que leurs congénères ont dans les autres pays d'Europe. Certes, ils sont français. Il n'y a aucune raison. Mais si, il y a voir en Allemagne, vous allez voir. Il n'y a aucune loi. 40% des musulmans, vous avez vu le sondage IFOP la semaine dernière, 40% des musulmans ont déjà été victimes de discrimination ou de stigmatisation, 60% des femmes qui portent un foulard. 60% des femmes qui portent un foulard. Alors qu'ils sont à peu près 8% de notre pays et qui sont français. Mais demandez aux autres qui ne sont pas musulmans. Mais ce qui est toujours assez frappant, c'est que quand même, par exemple, on trouve ça totalement anodin qu'un journaliste un jour sur un plateau de télé nous explique que le voile c'est comparable à un costume nazi. En revanche, là, c'est devenu la manifestation de la honte, je ne sais pas, alors que franchement, c'était quasiment 98% de gens, de républicains, de démocrates, de gauche. Il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, tout le monde. C'était une manif de solidarité, c'était une manif contre les racismes. Il faut arrêter de stigmatiser parce qu'il y a 2 ou 3 gugus qui ont voulu récupérer la manif. Et ce sont les organisateurs qui avaient les organisateurs, Valérie, vous avez vu qui signent la signature. Regardez la signature quand la tribune est publiée dans Libération. Regardez qui sont les premiers signataires. C'est la CGT, c'est la France Insoumise, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est les intellectuels, c'est des journalistes. C'est ça les premiers signataires. Et les premiers qui se retirent. Parce que vous avez Jadot qui vous a expliqué que le racisme d'État ça n'existe pas, alors même que l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour les délits de faciès. Ce qu'il faut souligner, c'est que les élus qui ont participé effectivement à la manifestation sont essentiellement des élus dont l'électorat est composé de musulmans. Ce sont des élus du 9-3. Vous allez nous sortir les chiffres. Ça, il faut arrêter avec ce genre de vous allez nous sortir les chiffres. Mais vous pouvez inventer ce que vous voulez. Vous allez sortir les chiffres parce que je connais pas inventer ce qu'on veut. Alors, vous connaissez qui vote? Mais vous êtes formidable. Mais il y a un élément objectif, c'est que les populations. Il y a des éléments objectifs en plus. Attendez, je vais finir. Les populations des circonscriptions des élus qui étaient présents comportent une forte proportion de musulmans. Donc ça veut dire qu'ils sont ancrés dans la réalité, vous êtes d'accord? Ça veut dire qu'ils ont les réalités de ces gens-là. C'est une alliance électorale pour sauver son siège. Et c'est rien de plus. D'abord, vous savez aussi d'ailleurs c'est Clémentine Autain, c'est Alexis Corbière, c'est Esther Benbassa. Qui sont effectivement sur des quartiers qui sont issus de quartiers populaires. Et donc ils ont besoin des voix des salafistes. Ça veut dire que c'est les premiers élus. Arrêtez de dire des conneries monumentales. Vous pouvez quand même reconnaître que ce sont des gens qui ont des circonscriptions dans des quartiers populaires et qu'effectivement ils sont confrontés à cette réalité-là. Ils ont quand même une connaissance de ce qui se passe dans les quartiers. Vous êtes à vous seul l'expression de la nécessité de faire cette manifestation. Tout votre discours prouve qu'il y avait une nécessité. Vous voyez, moi j'avais un doute. Eh bien, écoutez, vous le prouvez à vous-même. Alors allez, là, franchement. On
on va marquer une petite pause et puis on va parler du référendum contre la privatisation d'ADP. Il y a finalement assez peu de signatures. Il en faudrait 4 700 000. On en est à 920 000. Que se passe-t-il? On en parle avec vous. Avec vous sur Sud Radio, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, auditeurs de Sud Radio, le référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Où en est-on de cette pétition? Une conférence de presse est organisée aujourd'hui par les initiateurs de la pétition pour tenter de relancer la mobilisation. Ça a été lancé par 248 parlementaires de gauche et de droite de la France Insoumise à LR afin qu'Aéroports de Paris reste une propriété publique. La pétition aujourd'hui n'a recueilli que 900 000 signatures. Il reste 122 jours pour vous exprimer. Comment vous expliquez que ça n'ait pas pris plus que ça, ce référendum, alors que tout le monde réclame des référendums d'initiative populaire? Il y en a un, et visiblement ça... Pour moi, ça pose le problème de savoir si on veut vraiment une démocratie populaire. C'est-à-dire que d'abord, je rappelle que le précédent référendum qui avait eu lieu réel, cette fois-là, sur la Constitution européenne de 2005, proposé par Giscard, je crois, avait été refusé par 53 ou 54% des Français, et qu'on l'a contourné, et qu'on a même fait voter un congrès des députés et sénateurs réunis qui votent contre ce que leurs mandants ont clairement dit 2 ou 3 ans auparavant. Donc ça pose un gros problème, et je pense qu'en France, on veut pas d'une démocratie réellement populaire. Ou c'est le sujet qui intéresse pas suffisamment, c'est quoi? C'est pas ça. Attendez, les médias, d'abord c'est technique, mais ensuite les médias n'en parlent plus. Quand vous avez un référendum sur un sujet donné, pour lequel on demande au peuple de se prononcer par oui ou par non, tous les jours, tous les soirs, tous les midis, vous avez des émissions politiques à la télé, à la radio, qui expliquent le tenant et les aboutissants. Là, vous en avez pas. Donc les gens, ils sont pas motivés. Ensuite, la procédure elle-même, techniquement, elle est très compliquée. Moi, je suis plutôt dégourdi en informatique, mais je suis allé le premier jour signer cette demande de référendum sur ADP. C'est long. C'est très long. Et les gens qui n'ont pas l'habitude d'Internet et tout peuvent s'arrêter au milieu. Donc on fait tout pour que ça soit un échec, et ça va en être un. Mais ça pose le problème aussi derrière, est-ce que tout le monde est vraiment compétent pour juger de savoir s'il est intéressant pour l'État ou non de se séparer d'Aéroports de Paris? Donc, c'est peut-être pas aux citoyens lambda de s'exprimer sur le sujet, ça serait peut-être aux politiques élus, professionnels ou tout au moins mandatés de le faire. Mais c'est bien ou pas? Mais alors du coup, comme ils votent comme d'un seul homme en fonction de leur appartenance politique dans un système majoritaire, et puis ils veulent surtout pas se prendre le coup de bâton du chef de groupe à l'Assemblée ou au Sénat, eh ben personne ne donne son avis. La seule solution là-dedans, ça serait une proportionnelle intégrale. Là, on aurait des députés et des sénateurs qui seraient les représentants directs du peuple et qui, eux, seraient informés et correctement informés, avec les tenants et les aboutissants et les chiffres, pour savoir s'il est opportun ou non de privatiser. Vous en pensez quoi? Il faut privatiser ou pas? Moi, je pense que non. Ouais. Moi, je pense que non. Comme pour la FDJ, ce genre de privatisation, c'est dépouiller l'État au profit de grands groupes. Parce qu'on fait croire que les spots publicitaires de la FDJ sont saisissants à ce propos. Le peuple va pouvoir acheter des actions de la FDJ. Vous croyez que Madame Michu, qui va peut-être acheter 5 actions, va peser quelque chose? C'est les grands groupes étrangers et les fonds de pension américains qui vont devenir les propriétaires de ces fleurons. Donc certainement pas. Pierre? Oui, moi je pense que c'est vrai qu'il y a un sujet complexe qui est celui d'Aéroports de Paris. C'est compliqué à faire comprendre les enjeux qui sont liés à cette privatisation. Aéroports de Paris, c'est quand même la première porte d'entrée sur le territoire national français, donc c'est aussi des enjeux de sécurité, des enjeux stratégiques. Vous prenez un pays comme les États-Unis, qui est quand même le pays le plus libéral au monde sans doute, ils n'ont pas privatisé un seul de leur aéroport. Ils ont bien compris l'enjeu qui était l'enjeu de défense de sécurité nationale, etc. Donc je pense qu'il y a un problème de pédagogie sans doute à faire. Après, je comprends que ma mère, pour pas de la citer, qui prend jamais l'avion et qui habite au fin fond du Limousin, ne comprennent pas pourquoi il y a une mobilisation d'ampleur sur la question d'un aéroport de Paris qu'elle ne fréquente jamais et dont elle ne voit pas ou elle ne perçoit pas les enjeux, les intérêts et les aspects politiques. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire, et je pense que la gauche a fait ce qu'elle a pu, et la droite aussi, puisque la droite est aussi mobilisée, et que cette confusion aussi politique autour de ce soutien unanime à l'idée qu'il ne faudrait pas privatiser, il faudrait maintenir
l'ADP Aéroport de Paris dans le bien commun ne paraît pas non plus très perceptible. Après, je pense que de la même manière qu'on pensait au moment du référendum sur le TCE, le traité constitutionnel européen, on pensait que les Français ne comprendraient rien, que c'était trop compliqué, trop technique. Il n'y a jamais eu autant de ventes de livres sur la question européenne qu'à ce moment-là. Les gens se sont cultivés, les gens se sont intéressés, ont eu la curiosité. Donc je pense qu'il y a la capacité de le faire. Je pense par contre que le gouvernement n'a pas la capacité ni l'envie de donner les moyens aux Français de se saisir de cette opportunité. Vous voyez la communication qu'il y a eu sur la Française des Jeux pour que les gens achètent des actions à la Française des Jeux. Je ne connais pas beaucoup de communication au niveau de l'État pour qu'il puisse y avoir un référendum, en tout cas que oui, la question soit posée par référendum. Et je finis juste là-dessus parce que je pense que peut-être Emmanuel Macron finira-t-il par bouger, parce que lui-même avait évoqué l'idée qu'on pourrait engager des référendums d'initiative locale notamment, ou même peut-être nationale, à partir d'1 million de signatures. Les 1 million vont être atteints, c'est pas si mal, c'est quand même pas un petit mouvement, 1 million de signatures. Et puis il y a eu la caution des parlementaires. Et il y a la caution des parlementaires en plus, effectivement, qui au Sénat a été votée. Donc bon, pourquoi pas, 1 million c'est suffisant quand même pour engager un référendum, ça me paraît être quand même... C'est un chiffre. Si on veut vraiment, il n'y a pas la volonté. Il n'y a pas la volonté du gouvernement de voir aboutir cette démarche, ce qui serait quand même un coup de tonnerre. Après, elle est très compliquée à mener. Effectivement, le seuil est extrêmement élevé, c'est compliqué. 4,7 millions. Excusez-moi, il est très difficile de mobiliser les populations sur un sujet aussi complexe qu'ADP, où on ne voit pas forcément les tenants et les aboutissants, dans un moment où, en plus, on casse le système de protection sociale, la question des retraites pose beaucoup d'angoisse, l'assurance chômage vient d'être cisaillée, enfin voilà, l'hôpital public va mal, donc si vous voulez, les Français ont un peu de mal à se prendre aussi d'un sujet comme ça qui est fondamental. Par contre, j'ai écouté hier un trader qui disait, tout content, en disant, formidable, on a commencé avec les FDJ la privatisation de l'ensemble des biens français, et vivement qu'arrive le joyau de la couronne, aéroport de Paris. Donc on voit bien à qui ça s'adresse et qui est dans l'ombre déjà. Pourquoi il y a eu un référendum sur ADP et pas sur FDJ ? Parce qu'il y a eu un blocage au Parlement. En réalité, la décision de faire un référendum, elle est passée par amendement au Parlement. Un amendement qui a été voté par une alliance de la droite et de la gauche contestataire, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qui a imposé. Ce qui bouscule les plans de Bercy, puisqu'en réalité, la privatisation d'ADP, elle est commencée depuis le décembre 2017. Les premiers marchés lancés par Bercy, notamment de conseil, auprès d'une banque, c'est une banque américaine qui a obtenu le marché de conseil pour préparer la privatisation d'ADP, date de décembre 2017. Donc quand Bercy a vu que les parlementaires faisaient une alliance contre la majorité LR-EM pour faire un référendum, c'est un blocage et ça risque de ruiner le dossier. Donc évidemment, le gouvernement qui n'aime pas les référendums ne se presse évidemment pas pour faire la pub pour ce référendum. Mais il faut reconnaître qu'en même temps, le sujet, il est quand même très technique et je suis pas sûr, il est très parisien, je suis pas sûr qu'il passionne les foules. Je note quand même que le seul à avoir relancé le dossier, la popularité du dossier, c'est le PDG Augustin Dromanet, qui a un peu démago. Ce week-end, en constatant qu'il y avait 90 minutes d'attente à Roissy, à cause d'un problème d'organisation. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la qualité de service à Roissy, elle est quand même déplorable. Et que donc, moi, je suis assez neutre sur la question de la privatisation, mais c'est vrai qu'il y a un problème à Roissy, ça marche pas. Le mec, il est, pardon de parler de lui comme ça, mais il est patron depuis combien de temps d'ADP ? Et alors, son tweet, c'est venu à 7h à Charles de Gaulle en client mystère, je constate incrédule qu'il y a 90 minutes d'attente aux arrivées du terminal de Voilà un type qui connaît son entreprise. Voilà quelqu'un qui... Non, c'est pas seulement ça, mais d'abord, en plus, je sais pas si c'est vraiment Augustin Dromanet qui a la main sur le nombre de fonctionnaires de police, de la police de l'air et des frontières, qui font les contrôles de passeport, parce que les files d'attente dont il fait mention, c'est celle-là, et s'il y a que 2 fonctionnaires sur 12 postes alignés, c'est pas du pouvoir de je vous conseille, pour avoir passé 2 heures à la douane à Atlanta pour simplement aux États-Unis, pour simplement un changement d'avion, c'est-à-dire même pas pour rentrer aux États-Unis, 2 heures d'attente. Je pense qu'on est à peu près pareil. Mais les flux sont pas les mêmes, parce que Michel, moi j'étais très souvent à Atlanta dans ma carrière, très souvent à New York, à Los Angeles, et il est même arrivé qu'en tant que membre d'équipage, nous ayons nous aussi une bonne attente sur des files pourtant réservées, mais sur les c'est pas comme les 20 ou 30 postes parisiens là à Roissy pour passer l'immigration. Aux États-Unis, des fois, c'est une batterie de près de 60-70 postes et ils sont couverts.
Il y en a pas. C'est pas le tiers qui est comme ça. C'est la totalité sont ouverts ou presque. Donc c'est l'État qui assure c'est simplement qu'il y a beaucoup de monde. Non, ce que je voulais dire, c'est quelle est la finalité dans l'histoire. On entend parler de parisianisme. Pas parce que ça porte le nom de Paris, c'est les plus gros aéroports. Je signale d'ailleurs que dans l'aéroport de Paris, il n'y a pas que Roissy et Orly, il y a aussi le Bourget, Toussus-le-Noble et tous les petits aéroports qui sont dedans. C'est une entité globale. Mais quelle est la finalité pour la France là-dedans? Est-ce qu'on vend Aéroport de Paris pour que la France se porte mieux? Oui. Non. Pour on vend augmenter les le trafic. familles pour combler les trous. C'est pour se positionner comme le premier aéroport européen. Et on sait qu'avec les personnels sous statut, c'est dur. Mais non. C'est il y a un autre sujet qui va sans doute falloir éclaircir. Il y a un autre sujet qu'il va falloir éclaircir à un moment donné, et je ne vais pas m'éterniser dessus parce que je pense qu'on aura le temps d'en débattre au moment où ça viendra, si privatisation il devait y avoir, mais on sait aussi que le gouvernement va devoir aussi rendre des comptes à Vinci, qui a dû abandonner le projet de rénovation ou d'extension de Notre-Dame-des-Landes, et que du coup il demande aussi une réparation, et la réparation pourrait être celle d'un joli cadeau d'ADP. Mais vous posiez une bonne question, Valérie, qui était pourquoi ADP et pas Française des Jeux. Et c'est vrai que dans l'article de la Constitution 46, dans son article 9, il est dit « Tout bien ou toute entreprise qui a acquis un caractère de service public ou de monopole de fait doit être la propriété de la collectivité. » Donc c'est à nous tous. Donc ça veut dire que toute société nationale appartient à chacun des Français. Donc oui, c'est vrai. Et en plus, dans la période où on a vu les Gilets jaunes revendiquer en permanence cette demande, cette exigence de démocratie directe, oui, c'est vrai qu'un référendum sur les privatisations devrait être quasiment systématique. Franck est en ligne avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous avez signé, vous ou pas Oui, je suis contre. Mais justement, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'était fort bien dit d'ailleurs. C'était assez unanimiste, c'est étonnant. Tout le monde est d'accord. Donc on est tous d'accord. Moi, juste ce que je voulais dire quand même, c'est que je voudrais pas que ce soit un biais pour critiquer. Je suis pas forcément militant absolu des Gilets jaunes, mais sur leur idée du référendum d'initiative populaire ou citoyenne, je trouve que c'est vachement bien ça. Et finalement, c'est ce principe-là, cette histoire-là, ça va peut-être amener des gens à dire, vous voyez, c'est nul, les gens s'y intéressent pas, regardez, 900 000, c'est vrai que c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, 900 000. Ouais. Mais c'est vrai. J'ai commencé comme ça, d'ailleurs, en disant les Gilets jaunes ont réclamé des référendums d'initiative populaire, citoyenne, et voilà, on leur en donne un et ils y vont pas. Donc, on n'y va pas. C'est effectivement, vous avez raison, c'est le risque. C'est techniquement très compliqué, Valérie, pour les gens. Mais est-ce que je voulais demander à Franck, vous avez voté, vous? Oui, mais c'est quand même beaucoup, justement, compte tenu de la couverture médiatique néante. Absolument. Donc c'est énorme au final, puisque finalement personne n'en parle. Là, vous en parlez, c'est super, mais finalement personne n'en parle. Je suis persuadé. C'est vrai qu'il y a déjà 1 million avec le peu de communication. Oui, et la complexité technique. Et la complexité technique. Ce que je voulais rajouter quand même, c'est que dans le prolongement de ce que je commençais à dire, c'est que ça ne doit pas être un prétexte pour critiquer. D'une part, parce que c'est beaucoup, et d'autre part, le référendum d'initiative populaire, le fait de redonner la parole au peuple en direct, c'est pas faire de chaque citoyen un député. C'est faire en sorte qu'il puisse s'intéresser. Et effectivement, chaque personne a un boulot, il n'a pas le temps de faire un rôle de député. Donc, faire ses recherches, comme il l'a dit très bien l'intervenant, là, c'est super long, compliqué, personne n'en parle. Déjà qu'il y a 100 000 personnes, c'est énorme. Mais le peuple qui est à se prononcer, il n'y a pas besoin de mettre 4 700 000 personnes. Même 500 000, ça suffirait déjà. C'est une certaine légitimité. Et là, les gens iraient voter. Je suis persuadé qu'il n'y a peut-être que 900 000 sur la pétition, mais si on fait un vrai référendum, il y a plein de gens qui iront voter. Parce que même si, comme la tante de monsieur ne connaît pas les tenants et aboutissants d'aéroport de Paris, tout le monde sent, au fond, que c'est quelque chose de stratégique et d'important. Mais il faut l'expliquer, vous avez raison, il faut l'expliquer, peut-être plus de pédagogie, donc c'est pour ça qu'il y a cette conférence de presse aujourd'hui. Il faut dire que 4,5 millions, c'est pas suffisant pour avoir un référendum. Ça veut simplement dire que le Parlement a 6 mois pour se saisir du dossier, et s'il ne le fait pas, il y aura un référendum. C'est-à-dire que les barrières de sécurité, elles sont quand même extrêmement nombreuses. Ça, c'est la vie parlementaire là-dessus, elle est bien réglée sur la 5e République. Quand on voit la privatisation de l'aéroport de Toulouse. Oui, c'est ça, c'est les échecs qu'il y a eu. Des dividendes. Oui, mais qui est catastrophique sur le terrain. Mais alors... qui est catastrophique sur le terrain.
Ouais. Non, je regarde ce que disent les auditeurs. Combien n'ont plus de carte d'électeur, etc. Il y a combien d'auditeurs sur Sud Radio? 900 000 auditeurs. Je pense que vous seriez content. Oui, on en a plus que 900 000 et on a plein de vues. Voilà, c'est perfide. Mais c'est un fidèle auditeur qu'on aime bien, Michael. Allez, on se retrouve dans un instant et on va continuer de débattre avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Macron-Le Pen, un duel inévitable en 2022. 0826 300 300. On est vraiment à la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Les regards commencent à se tourner évidemment vers l'élection présidentielle de 2022. Non, c'était le 7 novembre exactement, je crois. Ça va être long. Le duel, en tout cas, semble programmé, même si rien n'est jamais sûr et que beaucoup dénoncent ce type de sondage, comme celui qu'il y a eu dans le Journal du Dimanche, comme celui qu'il y a dans le Figaro d'aujourd'hui. Mais les sondages annoncent tout de même une réédition du duel de 2017. Le Premier ministre lui-même, la semaine dernière à l'Assemblée, avait répondu à Marine Le Pen. Cette question s'adresse au président de la République et je pense que vous aurez l'occasion de redébattre avec lui. Donc la semaine dernière, un sondage, donc aujourd'hui c'est un sondage d'IFOP qui plaçait Marine Le Pen à 27%, 28% d'intention de vote. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'effectivement c'est ce que souhaite Emmanuel Macron? C'est peut-être la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui. Lui, c'est sans doute ce qu'il souhaite, mais ce sondage est très intéressant parce qu'on constate qu'en fait il y a à peu près 50% de la population qui est un peu plus, qui est prêt à voter pour l'un ou pour l'autre. Ça veut dire qu'il y a quand même 50% de la population qui n'est pas prêt à voter pour l'un et pour l'autre. C'est la vraie difficulté qu'on voit, et notamment à gauche, qui représente en gros, malgré tout, toutes les divisions et toutes les difficultés, une trentaine de pourcents, donc qui est le troisième tiers, c'est l'incarnation. C'est le problème de l'incarnation dans la Ve République. C'est bien ça qui va faire la difficulté. Mais moi, je reste persuadé que la nature ayant horreur du vide, et la politique étant et à la fois un sujet sur la longueur, mais des fois qui s'accélère, c'est du projet naîtra une incarnation, et ce sera sans doute une incarnation plus écologique que sociale. Et donc, ce match à deux n'est pas terminé. Mais effectivement, on voit bien que Macron, aujourd'hui, a gagné en partie en disant c'est moi ou le chaos, et que aujourd'hui, vu la cote de popularité, vu les résultats dans la population, vu, je pense, quelques revers qu'il va encore se prendre politiquement, et il y a des mouvements sociaux qui arrivent, qui peuvent être déterminants là-dessus, lui, il a tout intérêt, effectivement, à stigmatiser ça. Il le fait, hein. Il le fait, il le construit en allant à Valeurs Actuelles, en reprenant des arguments de l'extrême droite. C'est pas interdit d'aller à la Valeurs Actuelles. Je dis pas que c'est interdit, simplement c'est un choix. C'est un choix qui est étonnamment, on l'a jamais vu faire une interview à l'Humanité, par exemple. Donc ça donne comme il y a moins de lecteurs, peut-être, non? Bref, lui, il a intérêt à aller là-dedans. Je pense que le pays a intérêt à ne pas se laisser embarquer dans ce oui, mais pour qui? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'autour, c'est quand même un champ de ruines pour l'instant. Ils ont tué la gauche, c'est le titre du livre de Pierre Jacquemin. Ça bouge encore. Mais c'est vrai qu'elle bouge encore, mais moi j'ai le sentiment quand même que Emmanuel Macron s'est fait élire sur un espoir. Je le crois sincèrement. Je pense qu'il y a une partie de l'électorat sincère, de gauche, de droite, qui se sont dit voilà un jeune qui peut possiblement faire bouger les lignes. Il fera ce qu'il avait dit qu'il ferait, et effectivement il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Je pense qu'il va susciter un énorme désespoir. Et ça me fait penser un peu à la comparaison qu'on avait faite de lui quand il a été élu. On a vu en lui le Barack Obama, sauf que le Barack Obama, l'après Obama, on sait ce que ça a donné. Ça a donné du Trump. Et j'ai peur qu'effectivement le désespoir que peut susciter un Emmanuel Macron s'il ne se ressaisit pas, mais je crains qu'évidemment il ne se ressaisisse pas et qu'il conforte la ligne politique qui est la sienne. J'ai peur effectivement que l'alternative qui se dessine, ce ne soit que Marine Le Pen. Et quand on voit effectivement le sondage du JDD, même si le sondage du Figaro aujourd'hui, mais je l'ai pas vu. Pardon, les Français prédisent à nouveau entre les 78% le juge probable. Je sais pas exactement ne le souhaite pas. C'est ça, 72 ne le souhaite pas. 72 ne le souhaite pas. 72%. C'est intéressant. Ce qui m'avait frappé quand même dans le précédent sondage, c'est d'abord qu'on teste des personnes qui ne se sont pas déclarées candidates, on ne connaît pas les projets. Mais en revanche, je n'ai pas pu passer à côté du second tour qui montrait quand même que Macron perdait plus de 10 points. Dans un second tour. On est loin de l'époque Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen où il faisait du 82-28. C'est ça? Il y a eu 18. Donc on est loin de ça. Donc Emmanuel Macron a joué ce jeu effectivement du duel, joue un jeu très dangereux parce que les démocrates qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, pas sûr qu'ils se mobilisent à nouveau. En revanche, la gauche a une responsabilité effectivement à faire émerger une nouvelle alternative. Alors on a un appel, on a David en ligne avec nous. Bonjour David. Oui, bonjour à tous vos invités. Bonjour. Bonjour. Alors, vous en pensez quoi?
Bon, mais j'en pense que oui, effectivement, on risque de se retrouver dans ce duel si tout le monde continue à en parler et n'essaye pas de parler de personnalités qui pourraient émerger. C'est ça qui est un peu dommage, parce que bon, dans les sondages, on nous présente Macron et on nous présente Le Pen. Bon, mais voilà, si on ne donne que ce choix-là, effectivement... Non, il y a d'autres choix. Il y a d'autres choix qui ont été sondés. François Barouin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, et à gauche, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, mais on revient toujours sur les mêmes. On revient toujours sur les mêmes. Bah oui, mais vous voudriez voir qui, par exemple, vous, David? Moi, je sais pas. Moi, il y a un petit producteur de miel, là, qui apparemment serait peut-être partant, là. Un petit Montebourg, là, peut-être qui serait partant. On le voit de plus en plus. Et il peut tenir un discours qu'une certaine gauche, cette gauche chélémentiste pourrait entendre, je pense. Mais voilà, mais il y a d'autres personnalités. Il ne faut pas forcément vouloir nous enfermer soit dans ce duel-là, soit dans les personnalités qu'on a déjà vues, revues et déjà testées. Ben, merci de cet appel, David. Effectivement, c'est tout à fait juste. Non, mais on a quand même un sujet de centre de gravité. Dans la pratique, le centre de gravité du pays s'est déplacé à droite au fil des années. C'est-à-dire, si on prend la France de 80, si on prend la France d'aujourd'hui, le pays est aujourd'hui plus à droite qu'il ne l'était il y a 40 ou 50 ans. Ce qui ne transparaît pas c'est un fait. Dans les institutions. Ce qui ne transparaît pas dans les institutions. Mais moi, je pense qu'il y a une ruse dans... Que ce soit dans les médias et dans les institutions politiques, mais l'extrême droitisation du débat... Je pense qu'il y a une ruse dans ce pari qui est que Macron et Marine Le Pen font l'un et l'autre. C'est-à-dire que, on va le voir dans les mois à venir, Marine Le Pen va jouer la carte du bordel, entre guillemets, en disant que ça lui profite. Je pense que c'est une erreur tactique de la part des deux, pour une raison simple, c'est que tout le monde a une logique implicite. Tous les Français comprennent que dans ce duel, c'est Macron qui est programmé pour gagner et que Marine Le Pen est une candidate marchepied qui permet à Macron de rassembler au-delà d'elle, et elle sait qu'elle a un potentiel de rassemblement limité. Donc moi, je pense que chaque fois qu'on a essayé de faire des clés de bras à des peuples en démocratie, en leur imposant des duels dont on sait par avance que le résultat est pipé, ils se sont d'une façon ou d'une autre arrangés pour en sortir. Et donc moi, je serais et Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je serais moins convaincu de l'astuce de cette solution, parce qu'à mon avis, elle comporte un vrai risque politique. Vous avez raison, sauf qu'il y en a une qu'on entend quasiment jamais, c'est Marine Le Pen. On l'entend jamais. Elle n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de faire campagne. Voilà. Les autres font campagne. Elle a été désignée comme challengeuse par son adversaire et elle joue le rôle à merveille. Et vous avez rappelé le Patrick score Mignon. De Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Il a lui-même, je pense, été surpris, quoique les sondages du ministère de l'Intérieur et des RG à l'époque avaient dû l'informer que Jospin était en perte de vitesse. Mais bon, ce qui me soucie, moi, c'est la légitimité du président élu dans ce système-là. Parce que aussi bien Macron, là, face à Marine Le Pen, que antérieurement Jacques Chirac, il faut regarder, 1, l'abstention du premier tour, et 2, le nombre de voix réelles portées sur le candidat qui arrive vainqueur au second tour, mais les voix qu'il a eues au premier. Parce que les voix du second, c'est un choix par défaut, par élimination. Je veux pas d'un tel, je veux pas d'un tel. Le problème, c'est qu'il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui émergent et qui portent un vrai espoir pour le pays. Alors moi, je suis pas effectivement dans votre mouvance politique, mais je trouve qu'à droite, c'est la tonique complète. On voit rien. À gauche aussi, c'est vrai, mais il y a quand même, sans vouloir citer qui que ce soit, mais il y a quand même... Ça peut pas motiver les électeurs. On peut pas ne pas dire qu'il y a un mouvement politique, ou en tout cas une tendance politique, qui a proposé une 6e République avec une rénovation des institutions, avec même la suppression même de l'élection au suffrage universel du président de la République, pour avoir un régime parlementaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas rien dans le débat d'idées. Il n'y a pas rien. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il se passe des choses. Il n'y a pas de personnalité aujourd'hui, c'est du débat. On parle de l'incarnation qui est un vrai problème, mais c'est du débat d'idées qui peut être quelque chose. Moi, je vous dis, je pense qu'il y a une alternative potentielle qui sera basée sur l'écologie et le changement de République. Si on n'y va pas, vous parliez tout à l'heure de la proportionnelle, si on ne va pas vers ce système-là, alors là, on est en vrai danger. Mais c'est un vrai danger pour la République, il faut le dire, parce que ce système est à bout de souffle. Moi, je l'ai vécu en étant député déjà dans une majorité qui encore était mouvante, et peut-être que c'était le dernier soubresaut les frondeurs ont peut-être été le dernier soubresaut de la démocratie au Parlement. Mais aujourd'hui, on voit bien le risque qu'il y a, effectivement,
sentiment de légitimité. Si on a un président demain qui est élu sur la base de 20% de la population française, alors effectivement, ça décrédibilise tout le système de l'État. Je ne pense pas, moi, que la 5e République soit à bout de souffle, mais il faudrait qu'on la ramène vers ses vrais fondements. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ces émissions. Il y a eu une erreur funeste qui a été commise, et c'est Sarkozy, enfin c'est Chirac qui l'avait fait, c'est le passer au quinquennat dans un premier temps, et ensuite que Jospin inverse le calendrier républicain. En mettant législative, on est dans une démocratie dite parlementaire avec une constitution d'essence parlementaire, et on a voulu la transformer en fausse démocratie présidentielle. Donc ça fausse totalement les institutions et on le paye aujourd'hui. Moi, je reste convaincu, par contre je suis ravi de l'avoir entendu aussi, mais tous les sondages vont à l'envers, c'est quand vous faites un sondage auprès des gens, vous faites un sondage sur les égos. C'est-à-dire, on vous demande de vous prononcer sur des personnalités. Qu'elles fassent envie ou pas envie, comme dit Michel Pouzol, c'est pareil dans l'autre sens. Mais on vous demande de vous positionner sur des personnalités. Or, moi, ce qui m'intéresse pour sauver le pays de la situation dans laquelle il est et vers laquelle il va, ce sont les programmes. C'est pour ça que je vous dis que l'écologie est une piste. Et vous savez bien qu'il faut des hommes et des femmes pour les incarner. Il faut une incarnation. Oui, mais il ne faut pas exclure le scénario de la personne, la Cinque Stelle et en Italie. La preuve, Macron. Voilà, il ne faut pas exclure le scénario de Hollande avant lui, que personne ne voyait arriver. Je me rappelle quand Hollande est parti en campagne, tout le monde rigolait beaucoup en disant mais il est dingue. Il était à 3%. Il était à 3%. Et l'histoire, elle est toujours plus complexe pour les... À 2 ans et demi, on a un peu de temps encore. J'aimerais bien que la clé de bras au peuple le fasse se réveiller, effectivement. Allez, on se retrouve nous demain. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.